Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 janvier 2023. Nous sommes ravis, chers auditeurs, de vous retrouver dans notre studio pour cette 3e édition de Cap Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux de la gouvernance d'entreprise. Au micro, Jean-Jacques Dègre, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et Pierre-Yves Le Naourès. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme le mois de janvier n'est pas encore achevé, Jean-Jacques et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour vous et vos proches. Les thématiques portées par l'ESG sont au cœur des agendas des entreprises, de leur direction et de leur gouvernance. Ils constituent aujourd'hui pour les conseils un nouveau domaine qu'il leur faut maîtriser pour assurer pleinement leur rôle de supervision. Oui, et c'est justement pour cela que nous avons convié à notre micro Géraldine Picot et Jérémy Josse. Géraldine Picot est directrice financière du groupe Holcim et membre du conseil d'administration du groupe Danone notamment. Jérémy Josse est associé et co-responsable du Centre d'excellence ESG de KPMG France. Après cet entretien, Jean-Jacques, nous ferons ensemble le tour de l'essentiel de l'actualité de la gouvernance. Quels thèmes aborderons-nous aujourd'hui ? Dans l'actualité de la gouvernance, Pierre-Yves, 5 thèmes nous ont semblé particulièrement intéressants pour nos auditeurs, dont ils remarqueront d'ailleurs qu'ils sont beaucoup centrés sur les questions ESG. L'impôt minimum mondial, puisque l'Union européenne a publié en décembre dernier une directive en la matière. Ensuite, nous nous intéresserons aux dernières modifications apportées au code AFEP-MEDEF et à la proposition de l'AMF sur ce même sujet. Nous évoquerons également les propositions des premières normes émises par l'EFRAG pour la mise en œuvre de la directive CSRD. Nous ferons un point sur les premières actions en justice en matière d'environnement et de vigilance. Et pour finir, nous reviendrons sur le devoir de confidentialité des administrateurs avec de nouveaux développements. Et comme de coutume, nous refermerons ce journal avec quelques recommandations de lecture. Mais tout de suite, place à nos invités pour l'interview. Environnement, climat, droits humains, questions sociales, chaîne de valeur, gouvernance. Les thématiques portées par l'ESG sont multiples et concernent des sujets finalement très différents. Ces thématiques sont d'autant plus sous le feu des projecteurs que les régulateurs renforcent leurs exigences en matière de communication et de transparence financière et que dans le même temps, les parties prenantes y prêtent de plus en plus d'attention. En clair, les questions ESG sont aujourd'hui incontournables. Dans ce contexte, les conseils doivent maîtriser ces sujets, s'assurer qu'ils sont bien intégrés dans la stratégie de l'entreprise et qu'une gouvernance adéquate est en place. En cette période de clôture et dans la perspective des prochains conseils, nous avons souhaité aborder les enjeux ESG dans cette nouvelle édition de Cap Gouvernance. Pour cela, nous avons convié à notre micro Géraldine Picot et Jérémy Josse. Bonjour à tous les deux, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Géraldine Picot, vous êtes directrice financière du groupe Holcim, mais c'est aussi pour nous partager votre expérience et vision en tant que membre du conseil d'administration du groupe Danone et du conseil de surveillance d'Infineon Technologies que nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Quant à vous, Jérémy Josse, vous êtes associé et co-responsable du Centre d'excellence ESG de KPMG France. Vous accompagnez les groupes sur les thématiques de l'ESG et les aider à mettre en œuvre les obligations réglementaires dans ce domaine, mais aussi à adapter leur stratégie et à se transformer. Ma première question sera pour vous, Géraldine Picot. À votre avis, et je m'adresse ici à vous en tant que membre d'un comité exécutif et aussi en tant qu'administratrice, quels sont les principaux défis auxquels les organisations font face aujourd'hui en matière d'ESG ? D'abord, merci de m'avoir invité à Radio KPMG. Je me sens très honorée de participer à l'émission. Pour répondre à votre question, vous mentionnez l'ESG et les défis qui sont relatifs à la problématique de l'ESG. Il y en a plusieurs, mais pour moi, dans l'ESG, il y a le G d'abord, c'est-à-dire la gouvernance. Et je pense que c'est le défi numéro 1, c'est la gouvernance que vous mettez en place. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas parler des 2 autres lettres, environnement et social, si vous n'avez pas mis en place une gouvernance qui permet d'adresser ces sujets. On en a l'exposé dans plein de pays, en fait, où les conseils d'administration, les directions générales doivent faire face. On doit s'adapter aux tensions internationales. Donc, c'est aussi adapter la gouvernance des conseils et des entreprises au monde géopolitique. Ça, c'est un gros défi auquel je pense. Vous regardez, par exemple, la Russie, ça a été un sujet d'actualité pour tous les conseils d'administration ou conseils de surveillance, qui était finalement quand décide-t-on d'arrêter les investissements ? Finalement, comment un board décide et manœuvre dans un cadre géostratégique qui est mouvant et qui est complexe ?
Le deuxième défi que j'aimerais peut-être évoquer, c'est, et je pense on n'a peut-être pas encore besoin de le dire, mais c'est l'environnement, c'est le climat. Ça, c'est un défi pour tous les membres d'un conseil d'administration. Les tornades, les tempêtes, regardez le mois dernier, c'était des tempêtes mémorables en Amérique du Nord qui ont impacté les résultats de beaucoup d'industries. Donc vous avez un impact, si vous voulez, du climat sur l'économie réelle. Je pense par exemple en 2011, fin 2011, quand j'étais directeur financier d'Essilor, je me souviens très bien d'inondations monstrueuses en Thaïlande qui ont mis complètement à l'arrêt notre concurrent Oya à l'époque pendant plusieurs mois. Donc ça a été un impact massif sur l'entreprise et la marge de l'entreprise. Et à l'époque, on ne parlait pas autant de climat. Donc, le défi de l'environnement et du climat est réel. Il faut qu'il y ait un plan crédible qui adresse ces sujets-là et qui soit abordé par les membres du Conseil et par le comité exécutif. Et ça ne comprend pas que le CO2 et le plan de décarbonisation, mais comment on adresse également tous ces risques, tous ces défis que je viens de mentionner. Très clair. Gouvernance et climat, deux enjeux forts pour vous, Géraldine Picot. Vous, Jérémy Josse, quelle est votre perception de ces défis ? En introduction, moi, je voudrais rappeler que, pour la première fois, les organisations, elles ne doivent pas se transformer pour s'adapter à une rupture technologique ou légale, mais pour répondre à une urgence environnementale et sociétale. Ce qui n'est pas inné dans leur mode de fonctionnement et ce qui suppose de faire évoluer leur façon de concevoir la stratégie, de prendre des décisions, de piloter et de communiquer. À partir de là, j'identifie 3 grands défis autour de l'ESG pour les organisations que nous accompagnons au quotidien. 1, c'est être au bon niveau d'ambition. Autrement dit, définir une stratégie ESG qui est alignée sur la matérialité. La matérialité de l'environnement sur les activités de l'entreprise, mais aussi des activités de l'entreprise sur l'environnement. Et là, les entreprises, elles vont devoir être résolument ambitieuses, mais surtout réalistes et planifier dans le temps ses investissements et ses engagements. Peut-être un petit éclairage. Dans le cadre d'un projet actuel, on fait un benchmark pour un client et on s'est rendu compte qu'un de leurs concurrents, on est dans un secteur assez émissif, s'était engagé à être carbone neutre en 2022, ce qui est absolument pas réaliste. Ça leur a d'ailleurs valu quelques reproches des parties prenantes. Deuxième défi, c'est sécuriser l'exécution de cette ambition. Ça implique en fait de changer les modes de prise de décision, de traduire aussi de façon effective la stratégie dans toutes les opérations, les achats, la supply chain, la production, et d'embarquer dans cette transformation, 1, les collaborateurs, et 2, l'ensemble de la chaîne de la valeur, puisque quand vous êtes un grand groupe, vous vous appuyez en fait sur un grand nombre de fournisseurs, toute une chaîne de la valeur, et il faut l'embarquer. Et puis le troisième défi, c'est rendre compte avec transparence des impacts et des transformations en cours. Aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes est extrêmement exigeante. Elles veulent plus de transparence sur les impacts et sur le caractère effectif des transformations pour s'assurer notamment qu'on ne ripolline pas envers des résultats qui, en fait, ne le sont pas. Et cela nécessite, de la part des directions générales, mais aussi de la gouvernance de l'entreprise, une vigilance de tous les instants, parce que ça peut entraîner des conséquences importantes en matière de réputation, avec à la clé des enjeux judiciaires et donc financiers. Comme vous venez de nous l'expliquer, les enjeux ESG pour les groupes sont nombreux, extrêmement sensibles et donc, Géraldine, pour les appréhender correctement, il faut disposer d'une véritable expertise technique. Comment percevez-vous la maturité des directions générales dans ce domaine ? Quelles sont les principales difficultés qu'elles rencontrent ? Oui, d'abord, c'est le rôle des directions générales d'appréhender tous les risques, d'appréhender les risques ESG comme les risques géostratégiques qu'on évoquait et les risques de long terme, puisqu'on parle de décarbonisation qui ont des impacts en 2050. Donc, c'est un chemin qu'on prend maintenant, mais évidemment, ce sont des risques à une échéance de long terme. Donc, oui, il y a souvent un aspect technique. Vous avez raison sur l'environnement et l'impact de l'industrie dans laquelle on travaille sur l'environnement, mais on n'est quand même pas non plus en train d'envoyer une fusée sur la Lune. Donc, je pense que la prise de conscience est là dans les directions générales. Après, c'est à elles de savoir s'organiser et de s'équiper avec les experts dont elles ont besoin et d'avoir une bonne compréhension du sujet. Il y a toujours une adéquation à avoir finalement entre la vitesse et les moyens.
et effectivement cette nécessité pour beaucoup d'entreprises de se transformer, de transitionner leur activité vers une activité décarbonée. Et suivant l'industrie, effectivement, vous avez une pression qui est plus ou moins forte sur les directions générales et sur leur stratégie. Mais pour le faire, je pense qu'il faut, une prise de conscience. Ensuite, on s'équipe, effectivement, on prend les expertises. Puis surtout, on définit les KPIs. On définit les hard KPIs pour éviter ce que disait Jérémy, c'est-à-dire un greenwashing ou le ripolin dont il évoquait. Il faut des KPIs qui soient ce que j'appelle les hard KPIs, des KPIs qui sont les bons. Et à partir de là, effectivement, il faut un monitoring. Clair, souvent une intégration de ces KPI dans les incentives pour qu'on fasse avancer l'entreprise et qu'on, comme on dit, walk the talk. Géraldine, le début de l'histoire passe donc par une prise de conscience des directions générales, ce qui semble aujourd'hui être le cas. Jérémy, dans le contexte actuel d'avalanche de textes, notamment la taxonomie durable et très récemment la directive CSRD qui encadre le reporting extra-financier, quelles recommandations pouvez-vous donner aux dirigeants pour s'y retrouver, notamment en cette période de clôture ? Vous avez raison, Pierre-Yves, l'actualité réglementaire, elle est dense et c'est pas prêt de s'arrêter. Puisque de nouveaux textes sont en préparation, par exemple sur le devoir de vigilance. J'aurais 2 recommandations à formuler. D'abord, c'est profiter de la présence de vos commissaires aux comptes et de vos auditeurs RSE pour échanger avec eux sur leur lecture des nouveaux textes. Et puis ensuite, c'est d'anticiper, après la clôture 2022, un temps de réflexion consacré à la stratégie et à la définition de la feuille de route. Quels sont les écarts entre les textes qui vont entrer en application et nos pratiques ? Quelle est la hauteur de la marche à franchir dans nos processus, dans la qualité de nos données, dans nos SI, dans nos dispositifs de contrôle interne ? Et à partir de là, quelle est notre feuille de route ? Avec quelles priorités ? Tout ça en prenant soin d'embarquer un maximum de métiers, car ces textes vont faire voler en éclats les silos des organisations. Et puis aussi, pour ceux qui y sont déjà soumis, le retour d'expérience des 2 premiers exercices de la taxonomie qui ont beaucoup appris sur la maîtrise des données, la maîtrise des processus et le dialogue avec la gouvernance de l'entreprise. Jérémy, vous suggérez de faire voler en éclats les silos, puisque l'ESG est effectivement un sujet transverse qui touche l'ensemble des fonctions et des dispositifs. En tant que membre de plusieurs conseils, Géraldine Picot, vous avez notamment la responsabilité de contrôler l'action de la direction générale, y compris sur les thématiques de l'ESG. Avez-vous le sentiment que les conseils disposent aujourd'hui de toutes les compétences pour superviser ces sujets ? Qu'est-ce qu'il pourrait leur manquer ? En général, ils ont les compétences et en tout cas, s'ils ne les ont pas, ils se doivent de les acquérir. Donc ça, c'est entendu. Mais il y a la prise de conscience et donc il y a la formation de comités dédiés en général et effectivement, si besoin, les experts sont invités. Mais vous savez, quand je réfléchis, j'ai commencé chez Holcim le 2 janvier 2018 et à l'époque, on ne parlait pas du tout de sustainability, le CO2 était à peine un sujet et c'était loin des préoccupations. Donc c'est encore une fois un sujet qui a évolué extrêmement vite et les conseils avec. Donc ça c'est encore une fois, c'est la preuve que chaque conseil d'administration a su évoluer rapidement et s'est donné les moyens parce qu'on a inclus, par exemple, ces KPI de sustainability ou ESG dans les rémunérations. Donc, ça veut dire que le comité des rémunérations et des nominations aussi s'assure que ces KPI sont correctement reportés, audités, etc., etc. Donc, il y a eu une véritable prise de conscience et l'ajout d'expertise pour effectivement s'assurer qu'il n'y avait pas de greenwashing parce qu'évidemment, sinon vous abîmez l'image et la réputation de l'entreprise. Puis sur le social, dans l'ESG, je pense que ça doit faire partie des qualités qu'un dirigeant doit avoir et le conseil doit naturellement s'en assurer. Donc je pense qu'en fait, il y a toujours une problématique de durée de vie des COMEX, enfin des executive committees, des boards par rapport à ces problématiques de long terme parce que vous faites des pledges sur 2050, vous donnez des objectifs en 2030, c'est quand même finalement des objectifs de long terme et vous avez des conseils d'administration ou des comités exécutifs qui ont des durées de vie inférieures. Donc c'est important, encore une fois, je reviens sur des histoires de KPI, d'avoir des KPIs, d'avoir une route, une roadmap avec des milestones et que chacun, vous voyez, qu'il y ait une continuité dans la reprise de ces données et que
effectivement, il y a un suivi sur la durée à travers les conseils et la direction générale. Géraldine, vous faites référence à plusieurs reprises à l'apport technique des consultants auprès des directions générales et de la gouvernance pour renforcer leurs compétences en matière de ESG. Jérémy Josse, vous qui accompagnez les entreprises au quotidien, quelles seraient vos recommandations ? D'abord, Pierre-Yves, comme l'a rappelé Géraldine, il faut reconnaître que les administrateurs n'ont pas attendu pour monter en compétences. D'ailleurs, dans nos récentes présentations à des comités d'audit, à des comités RSE, on a eu des échanges éclairés et pointus, par exemple sur les risques climatiques et leur quantification, sur l'interprétation des dispositions de la taxonomie ou sur la formalisation de plans CAPEX ESG. En fait, c'est la complexité et l'interconnexion des problématiques ESG qui invitent vraiment à renforcer la technicité, les connaissances des membres des conseils. C'est une demande de leur part que nous avons d'ailleurs reçue, et pour répondre à cette demande, eh bien, on a conçu pour certains de nos clients des formations aux enjeux de l'ESG pour leurs dirigeants. Au cours de ces formations, nous mêlons interventions d'experts assez courtes, actualités réglementaires et ateliers de mise en pratique sur le business de l'entreprise. Parce que oui, se former, c'est une des clés de la transformation ESG. Au travers de ces formations, les administrateurs vont continuer à renforcer leurs compétences. Selon vous, Géraldine, quelles sont les questions qu'un administrateur doit poser aux dirigeants, mais aussi se poser pour bien appréhender le contexte et la réponse que le groupe y apporte ? Je pense que chaque société a son ADN. Chaque organisation a sa propre culture, a sa force, ses forces, ses faiblesses, sa façon de fonctionner. Et donc, pour un administrateur, c'est très important de comprendre la culture de la société dans laquelle il est et d'arriver à faire évoluer, parce qu'on ne peut pas gérer. Le rôle de l'administrateur, c'est de bien comprendre l'industrie, bien comprendre la culture de l'entreprise, son DNA, son ADN, et de garder son esprit critique. C'est comme ça que je vois le rôle de l'administrateur avec les instances dirigeantes de l'entreprise. Les administrateurs doivent bien comprendre la culture propre à chaque entreprise et, comme toujours, faire preuve d'esprit critique. Jérémy, dans votre accompagnement des directions générales, les amenez-vous à d'autres considérations ? La première étape de la réflexion et de les discussions, c'est celle de la matérialité. C'est ce qui évite les fausses bonnes idées et les fausses bonnes pistes. Autrement dit, du point de vue de l'entreprise, mais aussi de ses parties prenantes, quels sont les risques environnementaux et sociétaux pour l'entreprise et quels risques environnementaux et sociétaux l'entreprise fait peser autour d'elle. Ça, je pense que c'est fondamental parce que c'est ce qui permet de poser les bases d'une bonne discussion et ensuite, comme le disait Géraldine tout à l'heure, de définir les bons axes de stratégie et les bons KPIs, les bons hard KPIs, pour reprendre ce terme, qui vont rester dans le temps et qui vont être ceux qui vont permettre de mesurer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de rappeler, et c'est intéressant, on a de plus en plus de dirigeants qui nous interrogent. Moi, je dis souvent, quand on a commencé à travailler sur ces sujets-là il y a 3-4 ans, on parlait avec des chargés de mission RSE. Depuis 18 mois, on voit apparaître quasi systématiquement les directeurs financiers. Et ces 10 derniers mois, avec le directeur financier, on voit aussi le CEO ou un certain nombre de membres du comité exécutif. Et donc, ce qu'on aime aussi leur rappeler, c'est que cette stratégie RSE, cette transformation ESG, elle doit s'incarner. Donc, ils doivent embarquer avec eux les collaborateurs, ils doivent expliquer pourquoi, quelle est la route. Et ça, c'est extrêmement important. Le troisième élément, c'est que la solution ne viendra pas de l'organisation seule. Elle vient d'une intégration dans un écosystème, dans une chaîne de valeur. Et donc, il est important d'embarquer cette chaîne de valeur dans la transformation, de réfléchir end-to-end. Parce que vous avez des fournisseurs qui vous permettent de produire vos produits et services. Et puis, vous avez des clients qui vont utiliser vos produits et services. Et donc, ça, c'est ce qui permet aussi de reconsidérer l'évolution des business models pour qu'ils deviennent plus soutenables sur le plan environnemental et aussi sur le plan social. Et puis, on revient toujours quand même, et j'aime beaucoup le propos de Géraldine, sur prendre des décisions pilotées autour de KPIs, changer les modes de décision, parce qu'on ne peut plus se contenter d'un ROI, d'une valeur actualisée nette ou d'un taux de retour sur investissement. La question, c'est comment je peux intégrer là-dedans des indicateurs ESG. Les enjeux RSE mobilisent maintenant les directions générales et embrassent non seulement l'entreprise, mais aussi son écosystème. C'est sur la base de ce constat que le code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF vient d'être mis à jour en décembre 2022 afin de placer la stratégie RSE, particulièrement en matière climatique, au cœur des missions du Conseil. Ce code préconise notamment la création d'un comité RSE issu du Conseil. Selon vous, Géraldine Picot, comment doivent s'articuler les relations entre ce comité spécialisé et le Conseil ?
D'abord, je pense, comme le code AFEP-MEDEF, que le comité est indispensable. Donc, il faut déjà qu'il existe. Il existe dans la plupart des grosses entreprises en France, mais pas nécessairement dans les entreprises de taille plus réduite. Or, il faut qu'il soit créé, il est véritablement indispensable. Ensuite, la communication entre ce comité et le conseil d'administration se fait un peu comme tous les comités. Un comité a pour vocation d'aller dans le détail, être beaucoup plus granulaire, aller vraiment auditer finalement et comprendre et analyser la performance de chaque action, de chaque roadmap que le comité RSE a mis en place. Donc c'est important que le comité aille dans ce détail. Mais évidemment, le Conseil n'a pas vocation à aller dans ce détail. Le Conseil, lui, a vocation à recevoir les conclusions du comité et puis éventuellement à être alerté si les objectifs ne sont plus atteignables pour une raison ou une autre, ou ne sont plus pertinents, ou bien allouer plus de ressources pour que les objectifs soient sécurisés. Donc ça sera effectivement le rôle du Conseil, suivant la proposition du comité. Dans les exemples d'enjeux ESG que vous venez de nous présenter, vous prenez l'exemple de l'amélioration de la performance carbone de votre groupe. J'ai une question sous un angle plus opérationnel. Avec le Green Deal, l'Europe a pris justement des engagements de neutralité carbone à l'horizon 2050. Dans cette perspective, les autorités européennes mettent en place des réglementations plus contraignantes que dans d'autres espaces économiques. Cela peut-il entraîner, à votre avis, Géraldine, une rupture de concurrence avec les groupes qui ne relèveraient pas de la législation européenne ? Vous savez, on a toujours des législations mieux-disantes, mais qui laissent entrer les moins-disants. Alors, en ce qui concerne le ciment, par exemple, on a une loi en Europe qui consiste à dire si vous émettez du CO2, vous payez pour le CO2. Donc, vous êtes donc encouragé à limiter vos émissions de CO2 et à investir dans votre outil de production pour émettre le moins de CO2 possible. Sauf que si vous êtes un Turc ou une entreprise basée en Afrique, vous pouvez exporter votre ciment qui va être fait sans ces critères, donc un ciment qui aurait été fait en émettant beaucoup plus de CO2 à la tonne et qui sera importé par des industriels de la construction en Europe, plutôt que d'utiliser l'industrie européenne. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place, on fait un lobbying auprès de la Commission et de la Communauté européenne pour qu'il y ait ce qu'on appelle un CBAM, c'est un Carbon Border Adjustment Mechanism, qui permette de dire la planète, c'est global, c'est pas qu'en Europe. Donc si on se met des contraintes pour devenir plus propre sur nos industries en Europe, mais qu'on laisse des industries moins propres, qui n'ont pas ces contraintes et pas ces coûts, venir et exporter leurs produits sur le marché européen, on n'a pas atteint ce qu'on voulait, parce que finalement, on est en train de détruire notre industrie et puis on n'arrange rien au niveau du climat. Donc c'est pour ça il faut que ce soit valable pour tout le monde. Ça peut être une arme commerciale fantastique, et je pense que c'est un message politique fort qu'a l'Europe avec ce qu'on appelle le European Trading System, ou les droits de CO2. Mais il faut que ce soit valable pour tout le monde. Et que tout le monde se sente, s'il veut effectivement profiter du marché européen, doit faire l'effort de respecter les normes que l'on impose aux industries qui sont en Europe. Donc il ne faut pas que ça crée une rupture de compétitivité. Vous savez, je pense aussi, par exemple, à l'énergie. Aux US, qu'est-ce que font les US ? Ils sont en train de subventionner et de baisser le coût global de l'énergie avec l'Inflation Act. Et qu'est-ce que l'énergie ? L'énergie, c'est le coût principal pour la plupart des industries. C'est de l'énergie. Donc, l'Europe doit se réveiller, pour moi, si on veut garder notre compétitivité. Donc, toutes ces législations sont bienvenues, mais encore une fois, il ne faut pas être naïf. Il faut, oui, on veut moins dépendre des énergies fossiles. Oui, on veut éliminer l'usage de ce qu'on appelle les fossil fuels. Et le Green Deal et toute la taxonomie, tout ça nous porte dans le bon sens, mais l'Europe doit aussi se défendre. On veut relocaliser nos industries, donc très bien. C'est des industries qui seront mieux-disantes sur l'Europe, mais il faut que tout le monde soit mieux-disant. Donc, un véritable enjeu de rééquilibrage des effets de la législation sur les groupes européens par rapport aux autres espaces économiques. Géraldine Picot, quelles sont les thématiques plus spécifiques de l'ESG qui vous semblent les moins bien maîtrisées à date par les directions et les conseils, et sur lesquelles un besoin d'accompagnement se fait le plus ressentir ? Écoutez, on en parlait à l'instant. Moi, je pense que toutes ces législations qui sont
nouvelle et qui évolue vite et rapidement. Donc la taxonomie, c'est complexe. Je pense que c'est utile de se faire accompagner. Et puis vous voyez, on le disait, c'est pas blanc ou noir. La mise en place d'une législation, ça doit être appréhendé, c'est pas évident. Et là, je pense qu'il peut y avoir un besoin d'accompagnement dans certaines entreprises. Tout le lobbying aussi, c'est quelque chose d'important. Et là, je pense que les directions ont besoin de se faire accompagner. Pour conclure cet échange, j'ai une dernière question pour vous deux. Sur quel aspect ESG les groupes doivent-ils mettre plus l'accent en 2023, voire 2024 ? Jérémy, qu'en pensez-vous ? Sur le plan environnemental, d'abord, moi je pense que 2023 et 2024 vont être à la fois des années d'accélération et de concrétisation des efforts sur le climat, Géraldine le disait. Et d'autre part, je pense aussi de prise en compte croissante de la biodiversité, dont on se rend compte qu'elle est en fait le jumeau du climat. Sur le plan sociétal, les questions de devoir de vigilance et de droits humains, de toute évidence, seront des enjeux clés de réputation pour les entreprises. Et puis enfin, on peut aussi garder en tête que le reporting réglementaire, c'est bien, mais que l'action à impact, c'est quand même mieux. Merci Jérémy Josse pour cette feuille de route ESG. Géraldine Picot, en guise de conclusion, que souhaitez-vous dire ? Écoutez, moi je crois qu'en conclusion, je dirais à tous les auditeurs qu'il faut faire confiance à ceux qui ont le problème à gérer, à nos industries, parce que c'est à elles de résoudre ces problèmes ESG. Et puis, je pense qu'il faut penser qu'on a tous une cohérence et une intégrité à avoir entre le citoyen que l'on est, père de famille, la mère de famille que l'on est, et puis le chef d'entreprise ou le membre du conseil d'administration. Donc, quand on rentre à la maison, je pense que c'est bien qu'on ne soit pas schizophrène, mais complètement en adéquation entre notre vision citoyenne et puis notre vision lorsqu'on travaille ou lorsque l'on fait partie d'un conseil d'administration. Voilà, donc moi, je resterai optimiste, j'aurai confiance. Regardez le monde, finalement, on a eu le Covid, on a eu une guerre, on a un choc inflationniste. Bon, finalement, il y a une résistance incroyable. Les acteurs, les entreprises trouvent des ressources pour s'adapter et ils trouvent des ressources pour s'adapter vite avec des systèmes de plus en plus robustes. Donc voilà, c'est un mot d'optimisme que j'aurai pour la fin. Un grand merci à tous les deux. Vos expériences, vos réflexions et également votre vision en matière d'ESG seront, j'en suis certain, précieux à nos auditeurs. Reprenons le fil de cette émission, Jean-Jacques, avec l'actualité de la gouvernance et notre premier thème, l'impôt minimum mondial. Le 14 décembre dernier, l'Union européenne s'est mise d'accord sur la taxation minimale à 15% des groupes multinationaux dont le chiffre d'affaires consolidé excède 750 millions d'euros. Comment s'appliquera cette directive qui transpose l'accord OCDE dit pilier 2 ? La directive impôt minimum mondial devra être transposée par les États membres avant fin 2023 et produira ses principaux effets lors des exercices 2024 pour la règle principale dite d'inclusion du revenu. Selon cette règle, l'entité mère ultime, établie dans l'Union européenne, d'un groupe multinational ayant au moins 750 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé annuel, devra collecter un impôt complémentaire égal à la différence entre le taux effectif d'impôt dans chaque pays où le groupe est implanté et le taux minimum de 15%. Et dans l'attente de cette transposition, que peut-on recommander aux entreprises ? Il faut leur recommander de se préparer et d'anticiper. Premièrement, c'est un chantier à mener conjointement entre les équipes fiscales, consolidation comptable et système d'information. Deuxièmement, il faut déterminer avec soin le périmètre des entités à considérer et calculer le taux effectif d'imposition spécifique pour chaque pays. Pour réaliser ces calculs, de nombreuses données seront à collecter, dont il va falloir organiser le recensement, la détermination et la collecte. Les groupes concernés ont donc d'ores et déjà du pain sur la planche. Pour plus d'informations, nous vous invitons à écouter dans l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr notre émission Les Matinales de KPMG du 10 janvier dernier, dans laquelle nous avons reçu Marie-Pierre O, avocate et directrice de la doctrine fiscale de KPMG Avocats. Sujet suivant, le nouveau code de gouvernance AFEP-MEDEF et la création d'un chapitre consacré aux missions qu'il assigne au conseil d'administration et à la direction générale en matière de RSE. Ce nouveau code s'appliquera aux assemblées statuant sur les comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023, c'est-à-dire aux assemblées 2024, mais les rédacteurs recommandent au conseil de faire tous leurs efforts pour le mettre en œuvre dès cette année. Oui, ce nouveau chapitre invite les conseils à arrêter des orientations stratégiques
pluriannuelle en matière de RSE, avec un accent mis particulièrement sur le climat. La direction générale devra préalablement proposer au Conseil un plan d'action afin de préciser les objectifs, les modalités et l'horizon de temps. Le Conseil devra ensuite examiner annuellement les résultats obtenus et considérer la nécessité éventuelle d'adapter le plan d'action. Ce nouveau chapitre introduit également la notion de comité spécialisé créé au sein du Conseil. Il aura, Jean-Jacques, à charge de préparer les travaux sur les enjeux de la RSE. Oui, mais rien de véritablement nouveau sur ce point, Pierre-Yves, puisque déjà 82% de l'échantillon des sociétés examinées par l'autorité des marchés financiers en sont déjà dotés. Voyez le rapport AMF pour 2022 sur le gouvernement d'entreprise. Par ailleurs, le nouveau code recommande que chaque administrateur bénéficie d'une formation RSE et que celle-ci inclut spécifiquement les enjeux climatiques. Et qu'en est-il de ces orientations stratégiques vis-à-vis des actionnaires ? Le Code stipule que la stratégie et les actions engagées devront être présentées à l'Assemblée générale ordinaire au moins tous les 3 ans et lors de toute modification significative. Il est aussi fait mention de nouvelles recommandations en matière de rémunération des dirigeants ? Oui, la recommandation d'intégrer des critères RSE dans la rémunération des dirigeants, mais elle est certes ancienne. Toutefois, le Code demande que ces critères soient définis de manière précise, plus précise pourrait-on dire, et reflètent les enjeux sociaux et économiques les plus importants pour l'entreprise. Surtout, il demande qu'ils soient quantifiables autant que possible et qu'au moins l'un d'eux soit en relation avec l'objectif climatique de l'entreprise. L'autorité des marchés financiers a, par ailleurs, précisé qu'il serait de bonne pratique d'utiliser, par exemple, le taux de réduction des émissions carbone de l'entreprise. Tout ceci nous démontre donc que l'ESG est bien au cœur de l'actualité des organisations. Justement, intéressons-nous maintenant aux premières normes de l'EFRAG, ou European Financial Reporting Advisory Group, organisme privé missionné par la Commission européenne pour proposer des normes techniques de reporting extra-financier, dites ESRS. Il s'agit ici de mettre en œuvre la directive du 14 décembre dernier sur la durabilité, dite CSRD, et l'EFRAG a communiqué, Jean-Jacques, un premier jeu de propositions fin 2022. Effectivement, ce jeu de propositions comporte 12 documents et 82 normes transversales relatives aux informations à fournir. Et il manque encore des normes sectorielles. Chacune des normes suit le même plan. La norme sur le changement climatique est la plus détaillée, ce qui ne surprendra pas. Alors la Commission européenne consulte actuellement. Quand devrait être publiée la version définitive du premier jeu de normes ? Elle est attendue fin mars et l'acte délégué qui lui donnera force juridique d'ici le 30 juin 2023, après une consultation publique. Mais des discussions sont encore nécessaires pour assurer la meilleure articulation possible de ces futures normes européennes avec les normes internationales, en particulier celles de l'ISSB. Il reste également à mieux coordonner les normes extra-financières avec les normes IFRS. Et donc, Jean-Jacques, que faut-il retenir de manière générale de ces propositions ? De manière générale, la multitude et la complexité des normes proposées. De manière plus particulière, on peut évoquer un point spécifique relatif à la gouvernance, l'importance donnée aux parties prenantes dans les propositions de l'EFRAG. Il en résulte que, pour toutes les questions liées à la durabilité, l'entreprise devra prendre l'avis des parties prenantes. Ce qui soulève au moins 2 questions. Oui. La première est relative à la notion même de partie prenante. Sur ce point, les normes en donnent une liste non exhaustive. Néanmoins, elles dessinent 2 grandes catégories. Les parties prenantes affectées, c'est-à-dire celles dont les intérêts sont effectivement touchés par l'activité de la société, mais également les parties prenantes concernées, c'est-à-dire celles qui se sentent concernées par la durabilité de l'entreprise. Cela va certainement inclure les associations de défense de l'environnement et des personnes humaines. À noter, ce qui n'est pas anecdotique, que l'une des normes proposées par l'EFRAG qualifie la nature de partie prenante silencieuse. L'autre question sera de savoir comment chaque entreprise devra prendre le pouls de ses parties prenantes, les projets de normes étant muettes sur ce point. Faudra-t-il que les entreprises créent un ou des comités de parties prenantes ? Assez probablement, mais c'est à suivre. Donc un sujet complexe qui n'en est qu'à ses prémices. Nous ne manquerons pas, chers auditeurs, de vous tenir informés des développements dans nos prochaines émissions. Notre thème suivant, Jean-Jacques, découle des nombreuses obligations en matière d'environnement et de protection des droits humains et qui donnent lieu à des actions en justice en France et à l'étranger, et cela va se multiplier.
Oui, les premières procédures ont été lancées contre les États, conduisant, par exemple, à la condamnation de l'État néerlandais à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ou à celle de l'État français avec l'affaire dite du siècle, dans laquelle l'État a été condamné à prendre toutes les mesures utiles pour réparer le préjudice écologique et à prévenir l'aggravation des dommages à hauteur de la part non compensée d'émissions de gaz à effet de serre. Le Conseil d'État a également dégagé dans un arrêt en septembre 2022 un nouveau droit fondamental, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, qui permet dorénavant à toute personne de tenter un référé-liberté dans ce domaine. Et le Conseil constitutionnel a même émis un arrêt en la matière. Oui, il a jugé lui-même, je cite, « La préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts de la nation. » Ces actions, Jean-Jacques, ne touchent pas seulement les États, mais aussi les grands groupes. Absolument. Cela concerne par exemple la remise en cause de plans de vigilance qui omettaient des préoccupations considérées comme majeures, cela à l'initiative d'associations. D'autres actions se rapportent à des atteintes à l'environnement et aux droits humains, à travers par exemple l'activité de filiales qui auraient concouru à la déforestation ou à l'accaparement de terres de peuples autochtones. Dans chaque cas, les demandeurs sollicitent du tribunal de condamner l'entreprise à publier un nouveau plan de vigilance. Mais les demandes peuvent également prendre la forme d'une action en dommages et intérêts. Dans le cadre de ces actions, la question de la responsabilité des dirigeants, mais aussi celle des sociétés mères, commence à être soulevée, Jean-Jacques. Oui, toutefois, il convient, pour l'heure, de noter que, récemment, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'un État membre de l'Union européenne, la France en l'occurrence, ne pouvait pas être tenu pour responsable de dommages causés à la santé par la pollution de l'air, parce que, en l'occurrence, la règle de droit violée ne leur conférait pas de droits individuels. Nous ne pouvons qu'inviter les groupes à traiter ces sujets avec beaucoup d'attention. Pour clore ce tour d'horizon de l'actualité, nous voulions revenir sur l'un des sujets déjà évoqués, le devoir de confidentialité de l'administrateur suite à l'affaire SCOR-Covea. En effet, deux cercles de réflexion, le Haut Conseil du gouvernement d'entreprise de l'AFEP-MEDEF, HCGE, et le Haut Conseil juridique de la place financière de Paris, HCJP, ont fait des propositions dont on constate d'emblée qu'elles sont opposées, Jean-Jacques. Effectivement, Pierre-Yves. Dans leur analyse, ils distinguent tout d'abord deux hypothèses qu'il faut avoir à l'esprit. L'administrateur personne morale représenté par une personne physique, qu'on appelle le représentant permanent, et autre hypothèse, l'administrateur personne physique en lien avec l'actionnaire ou les actionnaires qui l'ont promu à ce poste. Pour le premier, le représentant permanent, personne physique, d'un administrateur personne morale. Le HCGE, lors de la mise à jour 2022 de son guide d'application du code AFEP-MEDEF, a précisé sa position et elle est très ferme. L'obligation de discrétion imposée aux administrateurs par le Code de commerce est absolue et s'impose même aux représentants permanents vis-à-vis de la société qu'ils représentent. Et donc, le Haut Conseil juridique de la place de Paris, sollicité par l'AMF, vient de prendre une position opposée. Oui, car à l'opposé, il estime que, je cite, « l'obligation légale de discrétion-confidentialité ne s'applique pas entre le représentant permanent et la personne morale administrateur ». Par ailleurs, le rapport va même jusqu'à permettre à un administrateur personne physique de communiquer à, je cite, « l'actionnaire auquel il est étroitement lié les informations confidentielles qu'il a reçues ». Mais le HCJP prend soin d'ajouter que le représentant permanent doit veiller à ce que les bénéficiaires des informations respectent eux-mêmes un devoir de confidentialité, idem pour le ou les actionnaires dans l'autre hypothèse. En tant qu'expert, Jean-Jacques, quel est votre avis ? On peut être tenté de suivre la position du HCJP tant la solution contraire heurte la nature même de la fonction de représentant permanent, qui est justement un représentant. Il est en revanche plus difficile de le suivre s'agissant d'un administrateur personne physique lié à un ou plusieurs actionnaires, car il n'y a pas de relation de mandat entre eux. Au surplus, subsidiairement, qu'est-ce qu'un administrateur étroitement lié à un ou plusieurs actionnaires ? Donc cette question est encore loin d'être tranchée. Ce tour d'horizon de l'actualité se terminant, quels sont, Jean-Jacques, vos conseils de lecture pour nos auditeurs ? J'ai deux conseils de lecture à leur proposer.
Tout d'abord, une publication très claire de l'Autorité des marchés financiers du 17 janvier 2023 sur la nouvelle directive CSRD sur le reporting de durabilité des sociétés. Ensuite, l'agenda 2023 des comités d'audit, accessible sur le site du Board Leadership Center de KPMG France, sur notre site internet kpmg.fr et dans l'application Radio KPMG. Nous vous recommandons également de nous suivre sur la page LinkedIn de KPMG France et également de KPMG Avocat où sont publiées toutes nos actualités et bien sûr d'écouter sans modération les précédents numéros de Cap Gouvernance mais aussi les différentes émissions proposées par Radio KPMG grâce à notre application mobile à télécharger dans l'App Store ou Google Play. Voilà, cette émission de Cap Gouvernance s'achève. Nous espérons qu'elle vous a intéressé et nous vous attendons toujours nombreux le 30 mars pour notre prochaine émission. Un grand merci à tous pour votre attention et à bientôt.